Bonjour. La santé au Congo-Brazzaville, voilà qui sera au centre de notre entretien avec Monsieur Destin Gavet, président du mouvement républicain, que nous recevons de nouveau sur notre plateau. Il va tenter de nous esquisser la situation sur la santé au Congo-Brazzaville à 61 ans après l'indépendance. Moi, c'est Christian Perrin. Bienvenue à tous ceux qui ont choisi Teler TV. Vous êtes bien sûr droit de savoir. Bonjour Monsieur Destin Gavet. Bonjour, Monsieur Christian Perrin, la voix de la diaspora. C'est toujours un plaisir pour nous de nous retrouver sur ce plateau parce que ça nous permet d'éclairer les Congolais et surtout de mettre en avant notre pays et tous les maux qui minent notre pays. Alors, le gouvernement congolais vient de prolonger pour la 27e fois l'urgence sanitaire avec, bien entendu, l'annonce des nouvelles mesures restrictives, parmi lesquelles l'obligation vaccinale. À partir du 1er novembre, les Congolais ne pourront plus avoir accès au transport en commun ou à certains services publics sans présentation préalable d'une attestation vaccinale. Est-ce qu'on peut dire que désormais, le gouvernement congolais prend mais vraiment en considération les problèmes de santé de la population congolaise? Monsieur Christian Perrin, moi je n'aborderai pas cette question de cette façon. Tout le monde sait, ou presque, que le gouvernement congolais s'en fiche énormément de la santé des Congolais, alors que l'article 36 de notre Constitution dit « l'État est garant de la santé publique ». Cette histoire de coronavirus où les autorités congolaises se sont levées comme s'ils étaient en face d'une guerre mondiale, nous étonne. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Dans un pays qui n'a pas enregistré plus de 200 cas de mort, nous avons moins de 200 cas de mort de Covid. Alors que dans d'autres pays où ils ont enregistré plus de morts, ils ont déjà levé l'état d'urgence sanitaire. Je ne sais plus dans quel pays au monde est encore le couvre-feu lié à la question de Covid-19. Même en France, là où ils ont enregistré plus de 100 000 morts, le couvre-feu a été levé. Donc aujourd'hui, le couvre-feu devient une façon d'aliéner le peuple congolais. Le peuple congolais devient esclave sur son sol. Les autorités ont pris la décision d'assujettir ce peuple. Et ça, c'est inadmissible. Parce que lorsque vous parlez de santé, Monsieur Christian Perrin, par exemple, en 2001, le rapport de l'OMS, il y a eu 409 000 morts de paludisme dans la zone de l'Afrique subsaharienne, dont 4% au Congo. Donc, au Congo, il y a eu 16 300 morts de paludisme. Lorsque vous prenez les morts de la fièvre typhoïde, le Congo, toujours en 2020, a enregistré 1600 morts de typhoïde. Lorsque vous prenez les morts du VIH-Sida, le Congo a enregistré 826 morts de VIH-Sida en 2020. Donc, lorsqu'on prend seulement ces trois maladies, nous constatons que le seuil, le taux de mortalité est largement supérieur aux 190 morts que nous avons enregistrés depuis le début de la maladie, à plus d'une année. Parce que la COVID a commencé en mars 2020. Et aujourd'hui, nous sommes en septembre 2021. Ça fait plus de 15 mois. Ça veut tout simplement dire que si le gouvernement congolais pensait réellement à la santé publique, il devrait d'abord se battre à régulariser la situation du paludisme qui tue chaque jour. Parce que 37% des hospitalisations au Congo est due au paludisme. Et le taux est doublé à 67% lorsqu'il s'agit des enfants de 15 et moins. Donc, au jour d'aujourd'hui, obliger les Congolais à se faire vacciner, je pense que c'est violer les libertés fondamentales des Congolais. Nous avons tous suivi sur les réseaux sociaux le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, et son ministre de la Santé. Ils ont clairement dit que l'obligation vaccinale n'est pas de vigueur. Chacun va le faire avec son consentement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que nous ne connaissons même pas ces laboratoires-là qui ont conçu ces vaccins. Tous les vaccins que les Congolais utilisent, ce sont des dons
venant de la Chine, venant de la Russie. Et de fois, ces vaccins ne sont même pas reconnus dans la zone occidentale. Comment on peut se permettre de vacciner les gens obligatoirement sans pourtant que nous puissions connaître réellement quelle est la substance qu'on nous inculque dans le corps? Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faudrait que les Congolais prennent conscience. Nous, en tant que mouvement républicain, nous n'accepterons pas cela. Nous utiliserons les voies légales prévues par la Constitution, notamment dans l'article 27, où la loi dit clairement la liberté de manifestation est garantie par la loi. Nous allons donc déclencher cet article pour que nous puissions protester contre l'obligation vaccinale. Parce que pour nous, ça ne remplit pas les critères d'un État démocratique où les citoyens sont libres de choisir ou non ce qu'ils veulent. Est-ce qu'au-delà de tout, le gouvernement a-t-il communiqué sur la nature des contrats qu'il a avec ces laboratoires qui lui font des dons ou ces pays qui lui font des dons pour savoir il y a quoi derrière? Vous savez que le gouvernement congolais brille par le silence. Le gouvernement congolais est l'un des gouvernements au monde, l'un des rares gouvernements au monde qui ne prend jamais la peine d'expliquer à sa population les démarches qu'il mène. Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si la population est sceptique à l'idée de se faire vacciner, c'est tout simplement parce que la campagne de communication liée à ces vaccins n'ont pas vu le jour. Nous le disons et nous le répétons. Nous sommes un pays qui a été épargné par la COVID. Nous n'avons pas eu les mêmes résultats que d'autres pays. Et même nos voisins de la RDC qui ont eu plus de cas de mort que nous, on n'a pas obligé aux gens de se vacciner là. Donc, le Congo ne peut pas aujourd'hui, le gouvernement congolais ne peut pas se lever et imposer à la population la vaccination. Non. Il y a anguille sous roche. Pourquoi obliger les gens à se faire vacciner? Si quelqu'un pense qu'il doit le faire, il le fait. Déjà, l'une des mesures phares de ce gouvernement liée au port obligatoire de masques. Est-ce que vous savez, monsieur Christian, les Congolais ne portent presque plus de masques. Je vais vous prendre l'exemple de la ville de Nkayi, par exemple, où il y avait eu une bavure policière, où une jeune demoiselle était décédée au nom de Merveille. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, aucun habitant de Nkayi ne porte le masque obligatoire. Personne ne porte le masque. Pendant que tu parles de Nkayi, ils ne portent plus les masques. Est-ce qu'il y a quand même des cas de Covid enregistrés, des morts là-bas en Nkayi, depuis qu'ils ne portent plus les masques? Bon, en tout cas, on nous dit officiellement parlant. En tout cas, on nous dit l'épicentre de la maladie, c'est Brazzaville et Pointe-Noire. En Nkayi, depuis que je suis les informations, on ne m'a pas dit qu'il y a eu un cas de décès là-bas. Mais malheureusement, c'est que la population de Pointe-Noire, de Brazzaville, nous tous nous mélangeons. Ce qui est bizarre quand même, c'est que dans ces villes, Nkayi, Dolizy, Sibiti, les gens ne portent pas les masques. Donc, déjà pour les masques, il y a eu des bavures policières. À plus forte raison lorsqu'il s'agira du certificat de vaccination. Je pense qu'à ce niveau-là, les Congolais vont se faire massacrer par les policiers. Il est temps que le gouvernement arrête de nous prendre pour des moutons. Nous sommes dans un pays démocratique et les libertés fondamentales sont garanties. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il faut obliger à la population de se faire vacciner alors qu'on ne nous dit pas d'où viennent ces vaccins, comment ils ont été conçus, par quel laboratoire, quelle est la nature des contrats que nous avons eus avec ces pays, alors que ce sont des choses que nous savons qu'on nous donne par don, tout simplement. Les laboratoires congolais sont restés muets quant à la question de la COVID. Ils n'ont rien proposé, ils n'ont rien fait. On attend tout de l'extérieur. Et donc, même les doses où on dit qu'il faut atteindre la couverture de 60% de vaccination, mais c'est une illusion, c'est une utopie. Je pense que le gouvernement a encore le temps de rectifier le tir pour éviter que ce pays, qui a déjà beaucoup souffert de plusieurs maux,
qui continuent à souffrir de plusieurs maux puissent se retrouver dans une situation inconfortable. Alors Les donc, autorités congolaises ont la responsabilité d'évaluer, de copier les bonnes choses. On ne peut pas prendre du copier-coller par rapport à la réalité congolaise. Si nos amis gabonais ont compris qu'on ne peut pas obliger la vaccination aux citoyens, les autorités congolaises aussi peuvent le faire. Et nous comptons sur leur bonne moralité, sur leur sens de responsabilité pour arrêter avec cette mesure qui risque de nous créer plusieurs problèmes. même s'il y a vaccination, encore qu'on dise à la population, à quel stade d'essais cliniques sont-ils par rapport à ces vaccins, mais encore, est-ce que ce sont des vaccins en fin de processus de fabrication? Mais bref, tout ça, les Congolais pourront, évidemment, se renseigner pour ceux qui voudront bien se vacciner, ce qui n'est pas mauvais, en fait, pour se protéger. Mais Non, 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 c'est l'obligation. Oui, Destin? oui, oui. En tout cas, on n'a jamais dit que c'était mauvais de se faire vacciner. Nous sommes pour la santé des Congolais, mais là où nous nous opposons, c'est l'obligation de la vaccination. C'est cette obligation-là que nous n'acceptons pas. Mais je pense qu'il y a des Congolais qui se sont fait vacciner seuls, avec leur consentement, puisqu'on atteint 5% de vaccination. Comment ont fait ces Congolais pour se faire vacciner? Parce qu'ils ont compris qu'il y avait une nécessité, mais ils l'ont fait en âme et conscience. Et donc, ils sont responsables de ce qui pourrait arriver. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore déterminé les effets secondaires de ces vaccins. Mais c'est au bout de quelques années. On a déjà vu en France, par exemple, il y a eu des cas où les gens se sont plaints de ces vaccins, où les vaccins ont causé des effets secondaires. Donc, au niveau du Congo, avec cette allure-là, peut-être que dans les années futures, puisque nous ne connaissons pas la nature de ces vaccins, peut-être que nous aurons des effets secondaires aussi ici. Mais l'important ici, c'est que chacun accepte de se faire vacciner volontairement. Là, nous sommes d'accord. Voilà. Alors, donc, dans ta première réponse, tu semblais parler déjà du paludisme qui fait beaucoup de victimes. En 2007, si j'ai bonne mémoire, des mesures avaient été prises pour rendre le traitement du palud gratuit, surtout pour les enfants allant de 0, je crois, jusqu'à 15 ans. Qu'en est-il exactement de cette mesure aujourd'hui? Tout à l'heure, je vous ai parlé, M. Christian Perrin, que les enfants de 15 ans et moins sont atteints du paludisme avec un taux de 67%. Donc, ça veut dire La 60%. mesure n'est pas effective, on ne l'applique Mais, pas, mais, il n'y a pas de mais gratuité. si vous voyez ce taux élevé de contamination du paludisme, ça veut tout simplement dire que cette mesure était un slogan et qu'aujourd'hui, cette mesure n'existe plus parce que nous voyons même des parents être renvoyés des hôpitaux avec leurs enfants parce qu'ils n'ont pas de quoi payer ne fût-ce qu'une consultation. Voilà le niveau de la santé, le niveau sanitaire de notre pays. Voilà des problèmes que le gouvernement devrait songer à résoudre. L'éradication du paludisme. Il y a des pays dans l'Afrique qui ont adopté un plan d'éradication du paludisme, à l'instar du Botswana et de l'Algérie. Donc, au jour d'aujourd'hui, le Congo, qui est le troisième pays producteur de pétrole dans la zone subsaharienne, avec 350 000 barils par jour, ne peut pas avoir des problèmes sanitaires. Mais malheureusement, nous sommes dirigés par des gens qui n'ont pas le cœur, parce qu'ils savent que lorsque leurs parents proches tombent malades, il suffit d'affréter un avion médicalisé pour aller se faire traiter en France. Mais nous, qui n'avons personne, nous mourrons comme des moutons. Monsieur Christian Perrin, le système de santé au Congo-Brazzaville n'existe pas. Parce que lorsqu'on parle d'un système de santé, on fait allusion à la couverture universelle de santé. Au Congo, la couverture universelle de santé n'existe nulle part. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Par contre, dans des pays comme le Niger, par exemple, ils sont autour de 44% de couverture de santé universelle. Au Congo, aucun citoyen ordinaire n'a accès aux services de santé publique gratuitement. Donc, on ne peut pas parler d'un système de santé.
On ne peut pas parler d'un système. C'est-à-dire, vous avez dit, aucun Congolais n'a accès gratuitement aux soins de santé, même dans les établissements publics. C'est-à-dire, le Congolais doit payer, c'est cela, comptant avant de se faire. C'est ce que je veux dire. Il faut se faire d'abord consulter dès que vous arrivez. Et lorsqu'on finit de vous examiner, on vous prescrit des examens que vous devrez payer et des ordonnances que vous devrez payer. Donc, le Congolais se soigne tout seul. Le Congolais se soigne tout seul. Il n'y a pas un service public qui soigne les Congolais gratuitement. Et lorsque vous parlez du système de santé au Congo, je vais vous prendre un petit exemple. À Dolisie, c'est chez moi. L'hôpital général de Dolisie n'a pas un cardiologue. L'hôpital général de Dolisie n'a pas un dermatologue. L'hôpital général de Dolisie n'a pas un neurochirurgien. Dans la ville de Dolisie, nous avons 216 000 habitants. Nous n'avons que 11 médecins. Alors que la norme internationale voudrait qu'il y ait 13 médecins pour 10 000 habitants. Par contre, à Dolisie, vous avez 11 médecins pour 216 000 habitants. Ce qui explique aujourd'hui, lorsque je dis que la santé, le système de santé est à terre, parce que presque tous les hôpitaux du pays sont en grève. Même si on fait semblant de lever ces grèves temporairement, mais rien ne marche. Ils cumulent l'hôpital à Cissé, l'hôpital à Dolisie, tous ces hôpitaux que vous connaissez cumulent plus de 15 mois d'arrêt de salaire. Et dans ces conditions-là, quel est ce médecin-là qui va soigner les patients avec un cœur de gaieté? Donc, M. Christian Perin, la santé au Congo est à terre. Nous avons l'un des systèmes de santé les plus précaires au monde. Parce qu'en indice de développement, nous sommes classés 149e. Voilà ce qui est le Congo aujourd'hui sur le plan sanitaire. Pour les problèmes tout à fait sérieux de santé au Congo-Brazzaville, je vais donc inviter nos téléspectateurs à suivre avec nous ce reportage qui avait été réalisé dans un centre de santé, c'est dans le village Mabirou. Nous sommes à 30 km de la ville de Lombo, dans le département des Plateaux, et on reviendra sur notre plateau pour la suite de l'émission. Suivez. À voir ces images qui présentent un centre de santé d'une autre époque, personne, quelle que soit la région du monde où l'on se trouverait, ne peut admettre qu'il s'agit là d'un centre de santé. Malheureusement, si. Nous sommes bien au village Mabirou, situé à 30 km de la ville d'Olombo dans le département des Plateaux en République du Congo. Et, pour faire complet, en plein 21e siècle. Ces images datent de mi-septembre 2021, s'il vous plaît. Âme sensible, s'abstenir. Devant de telles images, on ne peut rester insensible. Et lorsqu'on a un peu d'amour pour les autres et la responsabilité de la gestion de la chose publique, on ne peut ne pas réagir. On n'a pas besoin d'avoir le monopole du cœur pour dénoncer de tels mépris. Oui, c'est du mépris, sinon de la mauvaise foi, pour laisser les autres concitoyens dans de telles conditions de vie. Les gouvernants aux affaires actuellement nous diront, comme à l'accoutumée, qu'ils ne sont pas au courant. Peut-être, mais on leur répondra à quoi servent les districts sanitaires et autres directions départementales si ce n'est pour remonter l'information au sommet, surtout lorsqu'il y a urgence sanitaire, comme c'est le cas au village Mabirou actuellement. Peut-être que, pour notre exécutif, le Congo se limite à Brazzaville, Pointe-Noire et quelques moyennes cités comme les chefs-lieux des départements, plus des villes émergentes comme Oyo et Olombo. En tout cas, le problème est plus profond qu'on ne peut l'imaginer. Il y a deux secteurs sensibles, que dis-je, hypersensibles, qui touchent directement à la vie et à l'avenir de la nation congolaise, qui illustrent bien cette situation qu'on pourrait qualifier de négligence criminelle et donc hautement blâmable. Il s'agit des secteurs liés à la santé et à l'éducation qu'on considère bien souvent aussi, à tort ou à raison, comme des parents pauvres du gouvernement de la République. Et il faut aller à l'intérieur du pays, au plus profond de l'arrière-pays, pour toucher du doigt la terrible réalité de vie des populations congolaises qui s'estiment comme des citoyens de seconde zone ou qu'ils sont moins congolais que les autres.
Bien souvent, dans ces zones rurales du Congo profond, s'agissant des questions de santé et d'éducation, il manque de tout. Pas de locaux, et quand il y en a, c'est en ruine, pas d'équipement adéquat, ou même parfois pas d'équipement du tout, comme au CECI de Mabirou, pas de médicaments pour les centres de santé et pas de matériel didactique minimum pour les écoles et, cerise sur le gâteau, il y a un déficit chronique en personnel. Souvent, les populations doivent elles-mêmes payer les services de l'unique enseignant ou agent de santé, généralement moins qualifié ou pas du tout. Le sentiment qui domine dans ces genres de contrées pour les habitants, c'est celui de se sentir abandonnés à leur triste sort. Quand le gouvernement central se souvient qu'il y a quand même des Congolais qui y vivent et il leur faut du personnel, alors une autre équation à résoudre survient. Personne, parmi les nouvelles recrues, ne veut aller dans cette galère où les conditions de vie et de travail sont moyenâgeuses, si ce n'est de l'Antiquité. Et après, on est surpris qu'il y ait exode rural massif des jeunes ruraux aux bras valides, supposés pratiquer l'agriculture, secteur appelé à contribuer considérablement à la diversification de l'économie. La question est, jusqu'à quand, 61 ans après l'indépendance, et toute la richesse du sous-sol congolais que l'on connaît, doit-on continuer à vivre dans la précarité et manquer de tout, y compris de l'essentiel? Une autre question serait, si on ne peut avoir le minimum en santé et ou en éducation, sommes-nous encore un pays? Et le fameux espoir qui nous garde tant en vie en attendant de lendemain meilleur, est-il encore permis? Comment peut-on gouverner et avoir la conscience tranquille quand ses concitoyens se soignent dans ces conditions qui ne sont même pas proposées aux animaux? Sans prétendre avoir le monopole du cœur, aucun humain, jouissant de toutes ses facultés et ayant les moyens de la République pour résoudre urgemment le problème, ne peut rester indifférent, même au nom des priorités qui sont ailleurs. Au village Mabirou, il s'agit bien du pronostic vital des villageois qui est engagé, car c'est de leur santé dont il est question ici. Et la santé n'attend pas. Qui vivra, verra. Alors, Monsieur Destin Gavet, des images, dirais-je, insoutenables. Vous les avez suivies avec moi. Je veux avoir votre première, peut-être pas impression. Qu'est-ce que vous en pensez? Christian Perin, j'ai mal au cœur. Oh là là, j'ai mal au cœur. Et ça se passe au Congo. Nous sommes, comme on a dit dans le reportage, en septembre 2021. J'ai mal au cœur, monsieur Christian, parce que nous sommes à 30 km de Lombo. Les cadres du département des Plateaux ont remis pendant la campagne présidentielle 100 millions de francs CFA au candidat Denis Sassou Nguesso pour sa campagne. Les cadres du département des Plateaux. Regardez un peu. Est-ce que ces cadres-là peuvent se mirer? Est-ce que ces cadres-là peuvent se regarder? Est-ce que vraiment, dans notre pays, nous aimons notre peuple? Nos acteurs politiques ont quel cœur, quelle cruauté. Mais monsieur Christian, c'est un crime contre l'humanité. Et bizarrement, c'était de l'argent liquide, 100 millions. Non, mais franchement, ça c'est un crime contre l'humanité. Ça dit que ça, c'est des images qui font froid au dos. Sérieux, on ne peut pas imaginer en plein 21e siècle voir les compatriotes dans de telles conditions. Ça, c'est le plus bas niveau de la précarité. Mon Dieu. Et nous sommes dans quel département? Des Plateaux. Un département qui a donné 100 millions de francs CFA. Mais avec 100 millions de francs CFA, on pouvait améliorer, c'est-à-dire rebâtir un véritable centre de santé intégré. Mais que font nos districts sanitaires finalement? Où est le ministre de la Santé? Où est le Premier ministre qui parle de la restauration de l'autorité de l'État? Est-ce que M. Collier Makosso regarde ces images? Est-ce que le Premier ministre congolais prend le temps de voir ce genre d'images? Est-ce que le président Sassou regarde ces images? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour mériter de telles choses? Ça, c'est un crime contre l'humanité. On dit l'État est garant de la santé publique. On veut faire vacciner les gens alors qu'on n'arrive pas à régler les questions primaires. Monsieur Christian Perin, en 2020,
le Congo a signé la déclaration d'Abuja qui stipulait que tous les pays signataires devraient désormais consacrer 15% de leur budget annuel à la santé. Est-ce que vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, le budget congolais, la part de la santé dans le budget congolais n'est que de 7%. Et même parmi ces 7%, il y a 2 ou 3% qui se retrouvent dans la poche des gens. Mais lorsqu'on voit ce genre de choses, nous sommes tristes. Moi, je suis malade personnellement. Évidemment, je suis écœuré de voir ce genre de choses. Évidemment, lorsqu'on regarde ce genre d'image, ça nous rappelle un peu l'état, évidemment, dans lequel se retrouve aujourd'hui le système de santé du Congo-Brazzaville. Alors, je me rappelle un peu, c'est comme je vous ai dit au départ, le système de santé au Congo n'existe pas. Vous avez la réponse. On n'est pas allé loin, M. Christian Peura. Évidemment, on essaie de faire le lien entre les conditions, d'ailleurs, qu'on vient de voir dans ce reportage, et le taux de mortalité au Congo-Brazzaville, parce qu'il nous a été aussi rapporté que finalement, le Congo-Brazzaville arrive à faire près de 150 morts par jour, et les morgues du Congo peuvent sortir plus de 150 corps tous les jours. Mais aussi, on se rappellera que dans la même optique, l'ancien maire de Brazzaville, Christian Okemba, disait que la mort de Brazzaville était le poumon économique de la ville. Il est arrivé à un moment donné où on est allé enterrer près de 450 morts, les présentant comme des indigents, c'est-à-dire des corps que les familles avaient abandonnés. Or, ici, lorsqu'on regarde ces images, j'ai envie de te poser la question, est-ce que ce n'est pas non plus, comme tu le disais d'entrée de jeu, que finalement les Congolais n'ont pas accès aux soins de santé. Et quand ils arrivent dans les hôpitaux, ben soit c'est pour mourir, c'est pour craquer, et pour ne plus sortir de là. Mais M. Christian, déjà, ce que nous venons de voir avec votre reportage tout à l'heure, ça justifie le problème aujourd'hui du système de santé congolais, comme je l'ai dit, qui n'existe pas. Et donc, si on me disait même qu'il y avait 500 morts par jour, je ne serais pas surpris. Parce que les faits sont là, nous venons de voir. De nos propres yeux, dans un tel centre de santé, si quelqu'un va se traiter, vous êtes sûr que cette personne sortira de là vivant? Donc, c'est pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, le Congo a le taux de décès le plus élevé, l'un des taux de décès les plus élevés au monde. Un pays qui n'est pas en guerre en plus. Mais c'est ce qui témoigne aujourd'hui que le système de santé ne marche pas, que rien ne marche au-delà du système de santé. Parce que, vous savez, le système de santé va de pair avec les problèmes que nous avons tous les jours au niveau de l'électricité, par exemple. Lorsqu'il n'y a pas l'eau courant, les gens sont tentés d'utiliser les groupes électrogènes qui polluent l'air et donnent des maladies cardiovasculaires. Est-ce que vous savez, au Congo, en 2020, 1455 personnes sont mortes des maladies cardiovasculaires. Ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais, l'État congolais crée toutes les conditions pour que nous ayons ce genre de situation. Autant de morts. Parce que pas d'électricité entraîne les morts. Pas d'eau potable, nous avons des enfants qui meurent à cause des diarrhées et des maladies intestinales. Donc, tout rime avec les retraités qui ne sont pas payés aujourd'hui. Ils ne peuvent pas aller se faire soigner puisqu'il n'y a pas une couverture de santé universelle. Donc, le retraité qui n'a pas reçu sa pension pendant 3 ans, s'il tombe malade, il va mourir parce qu'il n'aura pas de l'argent pour aller se faire soigner, alors que ce dernier a cotisé durant toute sa carrière professionnelle. L'étudiant qui ne perçoit pas sa bourse, s'il tombe malade, il va se faire soigner où? Il va crever. Les agents des collectivités locales qui ne perçoivent plus leur salaire, s'ils tombent malades, comment est-ce qu'ils vont faire? Ils vont craquer. Donc, toutes les conditions sont réunies pour que le taux de mortalité au niveau de notre pays soit de plus en plus élevé parce que les gens n'ont pas la responsabilité de gestion. Il s'agit là de la question de la gestion. Nos autorités ont dilapidé les fonds publics et ils n'ont pas créé les conditions adéquates pour que les Congolais aient le strict minimum. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons plus de 70% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins d'$1 le jour. Donc, M. Christian Peura, je ne suis pas surpris de ce grand nombre élevé du taux de mortalité, sinon le nombre de décès par jour, parce que toutes les conditions sont réunies. Lorsqu'il n'y a pas la santé, il y a la mort. Maintenant, s'il faut revenir sur le cas de M. Roger Christian Okemba, ancien maire de Brazzaville, qui avait déclaré à cette époque
que la pompe funèbre de la mairie de Brazzaville était le poumon de la mairie. Mais Monsieur Christian Perin, vous savez que Brazzaville, c'est la seule ville au Congo où vous avez l'obligation de payer votre cercueil à la pompe funèbre. Lorsque vous ne payez pas votre cercueil à la pompe funèbre, avant c'était une amende de 100 000 francs CFA. Aujourd'hui, l'amende est montée à 150 000 francs CFA. Et vous savez lesquels qui ont voté cette loi? Les conseillers locaux de la ville de Brazzaville. Est-ce que vous voyez le niveau de cruauté de nos autorités politiques? Donc, si quelqu'un n'a pas cet argent pour avoir un cercueil, qu'est-ce que la personne fait? Il y a des gens qui peuvent enterrer leurs parents dans une modestie totale. Il peut confectionner son cercueil chez lui à la maison et puis il va enterrer. Pourquoi infliger une amende de 150 000 francs CFA pour quelqu'un qui ne veut pas payer? Donc, lorsque M. Christian Roger Okemba déclare ce qu'il a déclaré, c'est parce qu'il savait très bien qu'il y avait de telles mesures qui devaient renflouer les caisses de la mairie et cet argent devait se retrouver dans les poches des gens. Donc, c'est une tristesse totale. Nos voisins… Se renflouer donc les caisses de la mairie au dos des victimes, bien sûr. Mais bien sûr, puisque quand il y a des morts abandonnés, lorsque les parents sont incapables d'enterrer, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent. Ils abandonnent. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est triste dans un pays aussi riche que le nôtre de voir que la santé est à terre, mais les gens se précipitent à prendre des avions médicalisés pour aller se faire soigner en Europe. Nous pensons que le jour que nous aurons la possibilité de gouverner ce pays, nous redresserons ce pays, M. Christian Perin, pour le bien-être. Monsieur Destin Bervet, est-ce qu'on peut penser là à une volonté manifeste d'abandonner la population congolaise, lui priver carrément les soins de santé, parce qu'on ne peut pas comprendre que toutes les années ou chaque an, il y a des évacuations sanitaires, comme vous l'avez dit au début, ces responsables politiques qui coûterait autour de 100 millions de francs CFA chaque année. Pourquoi est-ce qu'on ne convertirait pas cet argent, par exemple, en l'injectant dans l'amélioration, par exemple, des services de santé? Mais il y a beaucoup de pays en Afrique qui ont interdit les évacuations sanitaires. Au jour d'aujourd'hui, les représentations sanitaires représentent beaucoup de milliards pour le contribuable congolais. Est-ce que vous savez, une seule évacuation sanitaire peut, d'après les statistiques que j'ai suivies du professeur Raoul Bin Datal, qui a dit qu'une seule évacuation sanitaire ou bien un seul rapatriement qui coûterait 20 millions seulement permettrait d'avoir un traitement de plus de 100 enfants l'année. Et une seule opération du cœur d'une personne de plus de 75 ans couvrirait par année près de 1000 enfants si on prenait $20 par jour et par enfant. Donc, c'est pour dire que les évacuations sanitaires aujourd'hui constituent un véritable manque à gagner pour notre pays. Ça coûte extrêmement cher. Mais je pense qu'avec cet argent-là, les gens pouvaient améliorer les conditions de nos centres de santé. Les gens avaient la possibilité de faire du Congo un pays incroyable. Vous savez, il y a 30 ans de cela, les pays maghrébiens avaient le même niveau que le Congo. Il y a 30 ans de cela. Mais aujourd'hui, les Congolais quittent ici pour aller se faire soigner au Maroc. Quelle honte! C'est une honte. Il y a 30 ans, nous étions au même niveau. Mais eux, 30 ans plus tard, ils ont développé leur système de soins. Mais les Occidentaux quittent pour venir se soigner au Maroc. Mais nous sommes restés au même stade. Et nous avons le courage de prendre les avions ici pour aller nous faire soigner au Maroc. Nous devons nous gêner. Nous devons nous gêner, M. Christian Perin, d'être toujours dernier dans tous les secteurs. Comment un pays peut être dernier dans tous les secteurs? En termes de développement des routes, dernier. En termes de réseau téléphonique, dernier. En termes de santé, dernier. En termes d'éducation, dernier. En termes d'accès à l'eau potable et à l'électricité, dernier. Mais comment on peut rester toujours dernier et se prétendre dire qu'on a la ferveur populaire? Non, il y a quelque chose qui ne va pas.
Il y a quelque chose qui ne va pas. Évidemment, on va parler un peu des structures de base sanitaires. Sinon, on va parler, peut-être, on va commencer par le CHU de Brazzaville, qui, à un moment donné, le gouvernement congolais avait décidé de faire venir l'expertise canadienne. Un certain monsieur Villard qui est arrivé, qui a géré un budget de 6 milliards qui lui avait été alloué pour pratiquement 3 ans, mais qui n'a passé finalement qu'un an et demi. Et le contrat avait été rompu sans aucune autre forme de procès. Qu'est-ce qu'on a pu améliorer finalement au niveau du CHU pendant cette période? À ce jour, qu'est-ce que ça donne? Rien du tout. Ça donne rien du tout, monsieur Christian Porin. Nous nous rappelons tous, à l'époque, lorsqu'on avait viré Madame Gisèle Ombiero du CHU, parce qu'elle avait mis la main sur un système qui règne au niveau du CHU. Et ce système-là est constitué de plusieurs personnes. Il y a beaucoup du monde dans ce système. Il y a l'intersyndical qui est dans ce système. Il y a le ministère de la Santé qui est dans ce système. Il y a aussi le personnel soignant du CHU qui se trouve dans ce système. Mais est-ce qu'on nous a dit pourquoi ce Canadien-là est parti? D'après les sources que nous avons eues en interne, j'allais te poser. C'était une démission qui n'a pas dit son nom. Parce que le Congo n'avait pas respecté le contrat. Le contrat, il était de 3 ans, comme vous l'avez dit. Mais le mec n'a fait que 16 mois. Pourquoi le FMI nous a lâchés? Parce qu'on n'avait pas respecté les 48 mesures. Chez le Blanc, c'est comme ça. Mais ce qui est dommage, c'est que ces Canadiens-là sont partis avec l'argent du contribuable congolais. Est-ce qu'on les a poursuivis? On parle là d'une somme de plus d'1 milliard de francs CFA qui a disparu. Oui, L'intersyndical est monté au créneau. Qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a rien donné du tout. Le Canadien se retrouve chez lui. Voilà. C'est ça le problème du Congo. Et le passage de ce Canadien, rien n'a été fait, ou presque. Parce qu'il y a toujours des questions de grève au sein du CHU. Parce que le personnel exige un plateau technique digne de ce nom. Mais qui va t'offrir ça? Qui va te donner ce plateau technique? Il y a des appareils qui n'existent pas au CHU de Brazzaville. Il y a des appareils qui ne fonctionnent plus. Donc, au jour d'aujourd'hui, le CHU, d'ailleurs, les gens l'appellent maintenant CHU. Si on prend le temps d'appeler un centre hospitalier de l'envergure du CHU de CHU, ça veut tout simplement dire que les conditions là-bas sont incroyables. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers les états généraux de la santé et doter le Congo des infrastructures sanitaires dignes de son rang par rapport aux richesses qu'il a. Notre pays regorge plusieurs richesses, mais malheureusement, la population ne profite pas de ces richesses parce qu'un groupuscule d'individus ont pris tout un pays en otage pour des intérêts égoïstes et personnels. Et donc, le CHU, après le passage des Canadiens, est resté au même niveau. Il a voulu mettre un peu de l'ordre dans le cadre de l'administration, où il y avait des gens qui avaient des faux diplômes, où il y avait des fonctionnaires fictifs, mais il n'a pas pu parce que face à lui, il y avait un système. Et voilà pourquoi le Canadien, pauvre de lui, a jeté l'éponge. Et donc, si on parlait de la couverture en fait en termes de structure de base de santé, est-ce que les arrondissements, s'il faut le dire comme ça, sinon les villes congolaises, et puis il faut parler des quartiers, sont quand même couverts des structures de base de santé? Mais je t'ai parlé tout à l'heure de la ville de Dolisie, par exemple. Il n'y a pas de scanner, il n'y a pas de IRM, mais ce sont des appareils aujourd'hui qui sont à la pointe de la technologie. Quand il y a déjà, il n'y a pas un cardiologue. Vous voulez parler de quelle structure? Il n'y a même pas de strict, il n'y a pas de strict minimum, monsieur Christian Porin. Il n'y a pas de strict minimum. Il n'y a rien du tout. Nous apprenons d'ailleurs qu'au Congo, on peut craquer faute d'avoir même de la quinine. Vous confirmez cela? Mais si quelqu'un n'a rien dans ses poches, il y a des gens qui meurent pour des ordonnances de 3 000. Est-ce que vous le savez? Mais déjà, quand il n'y a pas de couverture de santé universelle dans un pays, ça veut dire que vous ouvrez un boulevard pour des décès à tout moment. Quand quelqu'un a une ordonnance de 3 000 et qui n'a pas la possibilité de payer cette ordonnance et qu'il y a une urgence qui s'impose, qu'est-ce que la personne fait? La personne succombe. Monsieur Christian Porin, ça nous fait mal de voir qu'en plein 21e siècle,
En 2011, le président Denis Sassou Nguesso avait décrété que la césarienne devait devenir gratuite. Mais en 2015, l'État n'arrivait plus à fournir les médicaments dans les 35 centres qui ont été retenus. Et la césarienne est devenue payante. Et le taux de mortalité infantile au Congo est l'un des taux les plus élevés au monde. Et on nous parlerait d'ailleurs de certains centres où les femmes mettent au monde sous la lumière d'une torche ou des lampes lucioles, comme nous appelons. Mais bien sûr, à l'Ekana, j'ai suivi un élément où il y a une sage-femme de l'Ekana qui disait ça. Chez moi, à Divenier, à 238 km de Dolisie, c'est la même chose. Les femmes meurent en donnant la vie. Alors que, d'après l'OMS, si cette mesure avait été respectée, il devait y avoir 25% de moins de cas de mort pour les accouchements. C'est triste, M. Christian Perin. Comment en plein 21e siècle, une maternité ne peut même pas avoir de l'électricité, même ne fût-ce qu'un groupe électrogène pour des cas d'accouchement. Et cela veut dire que cette sage-femme qui disait, excuse-moi, cette femme qui disait que vous pouvez même confondre le bébé et la maman. Parce que vous êtes dans le noir. Parfois, ils utilisent même les téléphones. Mais regardez le niveau que nous sommes arrivés. Et donc, cela veut dire que s'il y a une opération chirurgicale en cours, quand il y a rupture d'électricité, on fait comment après? Mais dans ces centres-là, il n'y a même pas de groupe électrogène, il n'y a pas d'électricité. Donc, lorsqu'il y a une intervention chirurgicale, cette intervention se fait avec les lampes torches. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas un problème de rupture d'électricité. L'électricité n'existe pas. Chez moi, à Divenier, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité à Divenier. Et donc, lorsqu'il s'agit d'opérer, il n'y a pas de groupe électrogène dans ces CSI, qui sont d'ailleurs abandonnés. Pendant ce temps, les femmes de dignitaires prennent des avions pour aller accoucher en France, aux États-Unis, à Dubaï. Voilà l'injustice, alors que la Constitution, dans son article 15, dit « Tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi. Nul ne peut être avantagé ou désavantagé en raison de son appartenance familiale, politique. » Cette Constitution est foulée aux pieds parce que les cas d'injustice au niveau sanitaire sont criards. Donc, M. Christian Perin, c'est ça la réalité du Congo sur le plan sanitaire. Et nous profitons toujours de votre antenne pour interpeller nos autorités. Pendant le temps qu'ils ont encore la gestion de ce pays, qu'ils songent à améliorer quand même les conditions des citoyens, qu'ils aient un cœur, à l'image du reportage que nous avons vu à 30 km de Lombo. En tout cas, si j'étais le Premier ministre, sinon si j'étais le président de la République, je pense que le ministre en charge de la Santé, peut-être pas le nouveau, l'ancien, devait rendre les comptes aux Congolais. Madame Lydia Mikolo devrait rendre les comptes aux Congolais. Parce qu'elle ne peut pas dire qu'elle ignorait l'existence de ce centre de santé et ses conditions. Elle le savait et ce n'est pas normal. Et les honorables députés de cette zone, les ministres de cette zone, qui vont aller encore amadouer les populations en 2022 lors des élections législatives. Voilà des vrais problèmes qui sont là. Et notre Assemblée nationale, toujours muette, en train d'assister aux prorogations de l'état d'urgence sanitaire, alors que l'économie congolaise est en train de couler. Voilà la réalité de notre pays, M. Christian Perin. Qu'en est-il des 12 hôpitaux généraux que le gouvernement avait annoncés en construction? Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Mais c'est des caisses de résonance. Ces 12 hôpitaux n'existent pas. Les travaux sont en arrêt. Rien ne se fait. Il était prévu qu'on devait les inaugurer en 2019. Rien ne s'est fait. On se cache derrière la crise économique. Mais les 14 000 milliards de générations futures pouvaient couvrir tout le pays en infrastructures sanitaires de base. Est-ce que vous savez que dans des pays sérieux, avec 1 milliard de francs CFA, pouvaient construire 7 hôpitaux de référence? Mais le Congo en a eu 14 000 milliards. J'aime toujours répéter cette phrase du président Denis Sassou Nguesso en 2016 sur le plateau d'Africa 24 où il disait « L'argent des générations futures, c'est pour les générations futures ». 5 ans plus tard, la somme a disparu dans la nature, planquée dans les paradis fiscaux, pendant que la population congolaise souffre et dans une précarité indescriptible. Voilà la question sanitaire au Congo. Les 12 hôpitaux généraux n'existent pas. C'est de Dolisie, par exemple, qui se trouve à Manganzi. Il y a plein d'herbes. C'est le cas à Sibiti.
c'est le cas dans la Bouenza, c'est le cas un peu partout. Donc, Monsieur Christian Perin, le Congo, c'est ça. On allait construire un hôpital quasi moderne à Oyo, mais manque des spécialistes, pas seulement les spécialistes, mais aussi la population. On a besoin de ce genre d'infrastructures dans des grandes villes où il y a une densité de la population, pas dans un village. Voilà la question sanitaire ici au Congo-Brazzaville. Alors, Monsieur Destengave, pendant que vous parlez donc des 14 000 milliards qui ont disparu dans la caisse de l'État congolais, je m'en vais proposer à nos téléspectateurs un reportage. Il s'agit bien entendu d'un hôpital construit au Niger et on reviendra sur le plateau pour le commentaire. Suivez. Situé dans la périphérie nord de la capitale, l'hôpital de référence de Niamey a été financé et construit par la Chine pour un coût de plus de 45 milliards de francs CFA, soit 80 millions de dollars américains. Cet hôpital est aujourd'hui une fierté pour le pays et une opportunité pour les populations qui n'ont plus besoin d'aller se faire soigner à l'étranger. Nous sommes de la 20e délégation chinoise au Niger depuis 3 mois. Nous avons 36 médecins spécialistes chinois et notre but est d'accompagner le Niger dans le domaine de la santé. Nous nous occupons très bien de nos patients ici. Nous avons aussi installé de nouvelles sections comme le centre d'examen médical. L'hôpital de référence de Niamey est équipé de 500 lits, 14 salles d'opération, matériel de pointe, 23 chirurgiens, 5 départements avec différents services. Dans presque tous les services, les médecins chinois travaillent en toute collégialité aux côtés de leurs collègues nigérians pour le bonheur et la satisfaction des patients. L'hôpital est en train d'essayer d'articuler beaucoup de son activité autour de la chirurgie cardiovasculaire, la cardiologie interventionnelle et la neurochirurgie. Actuellement, l'hôpital général de référence est le seul hôpital du Niger et l'un des rares hôpitaux de la sous-région en Afrique disposant d'une table de coronarographie où il est possible de faire de l'angiographie diagnostique mais également thérapeutique. À côté de cela, nous avons aussi la chirurgie cardiaque. Alors la chirurgie cardiaque, c'est la chasse gardée de l'hôpital général de référence actuellement. Depuis avril dernier, l'État du Niger a décidé de réduire de manière significative les coûts des évacuations sanitaires à l'étranger en orientant les ministres et les députés dans cet hôpital de référence. Selon les statistiques de 2015, le taux de couverture médicale au Niger était de 47,47%, un taux que le gouvernement veut faire passer à 60% en 2021 en vue d'améliorer davantage la santé des populations. Christina Niaouré, CGTN français. Chez nous, au Congo-Brazzaville, bien entendu, 14 000 milliards ont disparu comme ça, sans trace. Que pensez-vous de cette attitude du gouvernement congolais face, bien entendu, aux problèmes de santé des Congolais? Pendant que les autres sont en train de construire, chez nous, on dilapide tout l'argent et puis on ne fait rien. Monsieur Christian Perin, pour ne pas aller même trop loin avec les 14 000 milliards, je vais prendre un exemple tout court, où il y a 137 km de goudron qui ont été, où on avait décaissé de l'argent, une voie qui n'existait nulle part. Mais le coût était de près de 193 milliards de francs CFA. Donc, on pouvait construire deux hôpitaux de ce genre, si on prend seulement ce petit fait-là. Mais si on parle des 14 000 milliards de générations futures, on aura 20 hôpitaux de ce genre, on va payer tous les retraités, on va payer tous les étudiants, le Congo va payer sa dette extérieure, le Congo n'aura plus de problèmes de trésorerie parce que les 14 000 milliards pouvaient résoudre tous les problèmes aujourd'hui. Mais comme nous sommes dirigés par des dirigeants qui ne pensent qu'à leur ventre et leurs intérêts, cet argent se trouve calmement dans les paradis fiscaux. Mais je pense que ce qu'il faut faire, M. Christian Perin, s'il y a quand même un peu l'amour de la patrie, le président angolais, dès qu'il a pris le pouvoir, il y a plus de 2 ans de cela, il a décidé de traquer tous ceux qui ont volé de l'argent. Et donc, ces personnes-là ont eu la pression de la justice angolaise et il a fait rapatrier les fonds. Il a fait rapatrier près de 5 milliards de dollars, donc qui fait 3 000 milliards de francs CFA. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous connaissons où se trouve l'argent des Congolais.
je pense que on est en même de prendre ce genre d'initiative pour que ceux qui ont pillé la République puissent rapatrier de l'argent qu'ils ont pillé afin que nous puissions résoudre tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Au lieu d'être la marionnette du FMI, au lieu d'être un État qui ne vit que des dons, qui ne vit que des dettes, nous avons donc la possibilité de rapatrier notre argent, rapatriant les 14 000 milliards, parce que ces 14 000 milliards existent. Ça se trouve dans les paradis fiscaux. Il y a aussi 5 000 milliards détenus par 6 dignitaires du gouvernement actuel au Congo-Brazzaville. Ben, vous 5 voyez, 000 milliards. Lorsque des organisations internationales, des ONG comme Global Witness, Panama Papers et autres sortent des rapports, ce sont des rapports qui ont été minutieusement analysés. Ce ne sont pas des ONG qui font des choses par sentiment. Ils sont cohérents dans ce qu'ils font. Et donc, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on parle de ces sommes, c'est que ces sommes existent quelque part. La politique de rapatriement peut être la solution pour le Congo. J'exhorte donc le président Denis Sassou Nguesso à emboîter le pas, à faire comme son homologue angolais, qui a pris les taureaux par les cornes, qui a décidé de faire rapatrier tout ce qui a été volé, et c'était un succès. Au Congo également, nous pouvons le faire. Aujourd'hui, nous avons un budget de 1 500 milliards de francs CFA. Donc, ça veut dire qu'ils ont pratiquement pillé 10 ans de budget. Vous imaginez 10 ans de budget en un seul coup. Mais voilà, c'est ça le Congo. Et c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous voyons. Mais voilà, on n'a pas le choix. Et on continuera toujours à parler de ça jusqu'à ce que la solution de rapatriement sera sur la table du gouvernement. C'est la seule solution aujourd'hui pour sortir notre pays du marasme économique dont nous nous trouvons. Merci. On va donc, pour un petit mot, hein, on ne va pas quand même boucler notre émission sans parler de ton parti politique, le mouvement républicain. Alors, qu'en est-il de sa couverture nationale? Quelle emprise a-t-il au Congo-Brazzaville? Oui, le mouvement républicain aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, la loi numéro 20 du 12 mai 2017 est une loi contre la démocratie. Et aujourd'hui, beaucoup de partis existent qui ont des récépissés alors qu'ils n'ont jamais eu des sièges que nous avons aujourd'hui. Nous en avons 7 et nous sommes présents dans 8 départements. Il y a des partis qui n'ont même pas 2 sièges, mais ils ont un récépissé. C'est ça le Congo. Donc, pour parler du mouvement républicain, je pense que à partir du mois prochain, nous allons continuer avec l'implantation des fédérations qui restent. Et d'ici décembre, nous finirons avec la couverture nationale en totalité. Au-delà de ça, nous sommes en train de mener, nous avons formé 10 jeunes en conduite. Ils ont déjà eu leur permis à Dolisie. Nous sommes en train d'exploiter 8 hectares à Dibindou, qui est un village à 25 km de Dolisie. Nous avons une porcherie dans le Kwilu, précisément à 12 km d'Inda. Nous sommes en train de former des jeunes en informatique, ici même à notre siège de Ngoyo. Donc, nous sommes en train de conscientiser les jeunes parce que le problème du jeune aujourd'hui, c'est qu'il ignore ses droits. Si tous les Congolais connaissaient leurs droits, il y a certaines choses que nos dirigeants ne pouvaient plus jamais faire. Lorsqu'on parle d'un pays de liberté comme la France, c'est parce que le citoyen français connaît ses droits. Le citoyen américain connaît ses droits. Au Congo, les citoyens ignorent les droits. Et nous sommes en train de faire un travail de fond sur la conscientisation. Parce que le Congo que nous espérons dans 10 ans sera totalement différent du Congo que nous avons aujourd'hui. Parce que le Congo d'aujourd'hui, c'est un Congo incroyable. Et nous sommes en train d'avancer. Et je pense que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec les moyens qui sont les nôtres, les cotisations statutaires des membres, c'est ce qui nous caractérise. Nous avançons et nous sommes en train de nous implanter dans la tête des citoyens. Les Congolais savent désormais qu'ils peuvent compter sur le mouvement républicain. Et aujourd'hui, nous avons des belles perspectives d'avenir et nous croyons fortement que nous jouerons notre contribution pour que ce peuple qui est pris en otage
soient libérés par les voies qui sont reconnues par la loi. Alors, il y a une autre information qui a couru, je crois, semaine dernière, sinon bien avant cette semaine, c'est la réincarcération du général Jean-Marie Michel Mokoko, décidé par le gouvernement congolais qui veut le ramener dans sa cellule à la maison d'arrêt. Que vous inspire une telle décision qui viole d'ailleurs les lois et règlements de la République? Mais oui, nous avons fait plusieurs communiqués dans ce sens. L'article 31 de la Constitution du 25 octobre 2015 stipule que les personnes âgées doivent être protégées par la loi. Le général Jean-Marie Michel Mokoko était sorti de la maison d'arrêt de Brazzaville pour aller se faire soigner en Turquie. Et il y a eu des recommandations qui ont été données par ces médecins turcs lors de son retour ici à Brazzaville. Voilà pourquoi il a été admis à l'hôpital militaire. Mais lorsqu'on décide de sortir un patient à l'hôpital, il faut une attestation de sortie qui démontre qu'effectivement, il a fini ses soins, il peut rentrer chez soi. Or, il s'avère que dans le cas du général Jean-Marie Michel Mokoko, il n'y a pas eu cette attestation de sortie. L'hôpital militaire n'a pas délivré une attestation de sortie. Donc, s'il faut le faire par force, ça serait violer la loi de notre République. Et donc, je pense que le gouvernement a compris cela parce que nous sommes tous montés au créneau. Il y a eu des communiqués dans ce sens où nous avons condamné cette intention. Et je pense qu'aujourd'hui, le général Jean-Marie Michel Mokoko continue à suivre ses soins à l'hôpital militaire de Brazzaville et nous restons vigilants pour que ce digne fils du pays, qui a évité beaucoup de choses dans notre pays lorsqu'il était chef d'état-major général dans les années 90. Je pense que les Congolais le portent beaucoup. C'est un homme de cœur et nous espérons que le bon Dieu veillera sur lui afin qu'il puisse retrouver sa santé parce qu'il compte beaucoup pour les Congolais. Les Congolais ont de très bons souvenirs de ce monsieur et nous, en tant qu'acteurs politiques, nous sommes très admiratifs de la personne par rapport à son parcours militaire et sa tentative d'élection présidentielle en 2016 qui a donné de l'espoir à ce peuple. Nous croyons en lui et nous pensons qu'un jour, il va retrouver sa liberté pour qu'il apporte sa pierre à l'édifice pour la reconstruction de ce pays. Il a 74 ans aujourd'hui. Ce n'est pas facile en Afrique lorsqu'on atteint ces âges, mais nous espérons que le bon Dieu veillera sur lui. Voilà, M. Christian Perin, nous avons soutenu la démarche de ses avocats. Oui. Nous avons soutenu la démarche de ses avocats, nous avons fait des communiqués dans ce sens et nous restons vigilants pour suivre la situation de très près. En tant que parti politique, bien évidemment. On peut parler là d'un acharnement contre les opposants politiques congolais? Mais on ne peut pas le nier. J'ai suivi dernièrement M. Clément Mierassa sur votre antenne, où il a dit que le président Paulin Makaa était malade aujourd'hui, mais qu'il ne peut pas sortir du territoire. Donc, parler d'acharnement, ce n'est pas abusé. Vous savez qu'au Congo, c'est quand même bizarre. 2 anciens candidats à l'élection présidentielle se trouvent à la maison d'arrêt, condamnés à 20 ans de prison. Un ancien candidat à la présidentielle que nous avons eu le privilège et l'honneur d'accompagner est décédé dans des circonstances que nous connaissons, puisque jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été enterré 5 mois après, 6 mois après, j'allais dire. Vous constatez que être opposant au Congo, ce n'est pas facile. J'ai été attaqué chez moi récemment. Donc, c'est ça l'opposition au Congo. Mais nous ne baisserons jamais les bras. Nous croyons que la démocratie finira par triompher dans ce pays. Et nous exhortons nos chers compatriotes de la majorité de reconsidérer leur position. Lorsqu'on se rend compte qu'on a failli, on l'admet et on trouve d'autres solutions alternatives. Et la seule solution aujourd'hui, c'est d'aller vers un dialogue national inclusif pour que les Congolais se parlent. La France avait dit au gouvernement congolais à l'époque, nous voulons des gestes forts. Mais
ces actes forts n'ont jamais vu le jour. Et je pense que c'est ce qui a refroidi un peu les relations diplomatiques entre la France et le Congo. Mais nous continuons le combat, M. Christian Perin. Nous sommes engagés dans ce combat. Et nous ne baisserons jamais les bras. Vous dites que vous êtes engagé dans ce combat, pourtant dans le même temps, le journal en ligne, SACER, vous accuse d'avoir été rapproché par le régime de Brazzaville pour tenter d'acheter votre ralliement au régime de Brazzaville. On parle même d'une somme de 200 millions de francs CFA. Vous en savez quelque chose? Oh, M. Christian Perin, vous savez, le régime de Brazzaville est prêt à tout pour mettre de l'opprobre sur un opposant. Ça ne nous a pas surpris. C'était un journal qui a certainement reçu de l'argent venant d'une tierce personne pour nous salir. Mais les Congolais ne sont plus dupes aujourd'hui. Pendant que vous évoluez, permettez, est-ce que ce journal-là vous a contacté pour vérifier l'information, si réellement vous avez reçu? Mais c'est un journal, voilà pourquoi je dis nous n'accordons pas une importance à un tel journal parce que c'est un journal non crédible aujourd'hui par rapport à notre vision des choses. Parce que même s'ils avaient eu cette information, le mieux serait de nous contacter pour avoir notre avis. Mais nous ne sommes pas surpris. Les militants du MR ne sont pas surpris. La population congolaise n'est pas surprise. Aujourd'hui, nous savons ce que ce régime est capable de faire. Et pour nous, ce genre de choses nous reconforte encore dans le combat que nous menons. Nous ne trahirons jamais le peuple congolais pour de l'argent. Nous ne menons pas ce combat pour de l'argent. Parce que nous avons eu des opportunités dans le passé qui pouvaient faire de nous très riches aujourd'hui. Mais nous avons choisi la voie du peuple. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, un journal comme SACER, pour nous, c'est un journal qui n'a pas de crédibilité. On pouvait même les attaquer en justice, mais on a dit ça ne sert pas parce qu'ils n'ont pas de crédibilité. Les attaquer en justice serait leur donner une certaine crédibilité. D'ailleurs, nous n'avons pas géré cette question. Nous n'avons pas non plus répondu et puis le feu s'est éteint. Voilà, donc nous ne nous reconnaissons pas dans ces pratiques. Si j'ai bien compris, les faits sont erronés, c'est cela, c'est pas vrai. Mais c'est des faits erronés, M. Christian Perin. Nous, on n'est pas dans ces magouilles-là. Nous, on n'est pas dans ces conneries-là. Nous, on est debout pour ce combat. On s'est levé en prenant tous les risques qu'il fallait pour ce combat. Donc, ce n'est pas 50, 100 millions, 200 millions qui pourront nous désorienter de ce combat. Nous sommes à fond. Et le seul but de ce combat, c'est de fournir à la population congolaise un cadre de vie meilleur. Voilà pourquoi nous aspirons aujourd'hui à diriger ce pays. Nous voulons diriger pour les Congolais. Nous voulons diriger pour redonner de l'espoir au Congo, pour redonner de l'espoir au peuple congolais qui est dans la misère, dans la précarité. Voilà l'objet de notre combat. Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Nous le faisons pour le peuple. Et nous irons jusqu'au bout avec le peuple parce que le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple décidera au moment venu de reprendre son pouvoir. Ça a toujours été comme ça. Le peuple congolais est conscient de ce qui se passe. Et ce peuple, même si parfois on dit oui, c'est un peuple doux, oui, mais le Congolais d'aujourd'hui n'est plus comme le Congolais d'hier. Les consciences s'éveillent. C'est le travail que nous faisons. Et je pense qu'au moment venu, la démocratie va triompher dans notre pays. Et nous sommes pour le triomphe de la démocratie. Eh bien voilà, c'est par là que nous allons donc mettre terme à cette émission. Merci Monsieur Destin Gavet d'avoir été encore avec nous. Je rappelle que vous êtes président du mouvement républicain. À vous, chers téléspectateurs, je vous dis encore merci de nous avoir choisis. Mais n'oubliez pas de partager nos émissions, n'oubliez pas de liker et restez toujours branchés sur votre canal d'information Téler TV. Moi, je vous retrouve très prochainement. Merci.